Allez, nouvel épisode, on retrouve Christelle aujourd'hui, un membre de chez Optimi, une optimiste. Et du coup, sur la thématique d'aujourd'hui, on va être sur la face cachée de l'immobilier. On a beaucoup de choses à raconter. Face cachée de l'immobilier parce que y a des très bonnes choses. On nous vend beaucoup de choses sur Internet. Dans la réalité, c'est tout autre chose. Et Christelle a une très bonne expérience dans l'immobilier, que ça soit en pro comme en perso. Donc, je t'invite à t'introduire, Christelle. Qui es-tu? Bonjour Rémi. Pas. Qui je suis Christelle Dumonal, donc 47 ans, bientôt, mois de juillet. Ouais, c'est gentil, merci, on ne dirait pas comme ça. J'ai caché un peu tout, mais voilà. Je suis chez Optimi depuis le mois de septembre, octobre. Hein. Je m'y suis vraiment mise au mois d'octobre. Un passé qui n'a rien à voir avec ce monde-là, et à la fois, on y retrouve quand même quelques similitudes. Je ne viens pas du tout de l'assurance, je viens du tennis. Rien à voir. Voilà, rien à voir. Tennis en joueuse. Oui, allez, on va dire semi-pro. Ouais, on va dire ça remplissait le frigo à l'époque. Ouais. Mais voilà. Oui. Tu étais coach aussi, je crois. J'ai été joueuse et j'ai été coach pendant jusqu'à en gros mes 40 ans. Ah ouais. Voilà, donc j'ai... Jusqu'à 40 ans, à fond, l'assurance, tu connaissais pas? Non. Mais tu connaissais l'immobilier? Mais je connaissais l'IMO, puisque en parallèle à mon tennis, j'avais commencé à investir à 25 ans. Donc voilà. Premier appart, papa-maman qui me donne un petit coup de main sur ma première résidence principale. Okay. J'achète un appartement. Dans les 6 mois qui suivent, mon conjoint de l'époque souhaite qu'on achète ensemble. Je revends, je fais une jolie petite plus-value. Et ça démarre comme ça, où je commence à faire des investissements en parallèle à ma résidence principale. Voilà. Et donc ça a été... à titre perso, t'as fait combien d'opérations à titre perso? Si tu peux les compter. Si je peux les compter... allez, entre 12 et 15. Ouais, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Donc, que ce soit de l'appartement loisir. Alors, loisir, jamais vraiment. J'avoue que je suis toujours rentrée dans le côté optimisation et je partais du principe que s'il y avait un investissement de ce type-là, il fallait qu'il y ait quand même quelque chose qui rentre en face. Donc, beaucoup de locatifs, évidemment, beaucoup de meublés. Voilà, et puis ma maison, j'ai commencé par un petit appartement et puis j'ai grossi au fur et à mesure de la vie, quoi. Après, ce qui est marrant, c'est comme on le dit, comme je l'ai dit aussi au début, et c'est un peu ma pensée, quand tu vas sur Internet, tu tapes le mot immobilier, t'as toutes les pubs qui tombent, des mecs qui veulent te vendre une formation ou qui te disent comme quoi l'immobilier c'est facile, tu peux le faire en même pas 1 an, sans compétences, sans capital, financé à 120%, que tu génères en un bien 1 500 € de cash flow positif. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il faut en discuter? Parce que moi, du coup, je sais pas. Donc, est-ce que tu as un avis là-dessus? Je pense qu'il faut vraiment en discuter et puis il faut arrêter de croire à tout ce qu'on vous dit. Je pense qu'il faut parler effectivement à des gens compétents dans le domaine. Il y a à boire et à manger, je pense. Donc c'est possible ou pas déjà? Alors non, pour moi c'est pas possible déjà comme ça. Très clairement aujourd'hui déjà une banque, il faut déjà un minimum d'apport. Donc dire que on arrive et puis on emprunte la totalité. Il y a quelques années on aurait pu, on pouvait. Aujourd'hui non, ça se passe pas comme ça. Il y a déjà un minimum d'apport. Aujourd'hui il y a la problématique des taux d'intérêt qui sont quand même élevés, donc c'est pas forcément tout est à voir. Ça a un intérêt. Si on n'a pas le choix d'acheter sa maison, on va dire, et qu'on part du principe que c'est en ce moment qu'il faut passer, on veut arrêter d'être locataire et puis on veut passer sur la résidence principale, être propriétaire de sa résidence principale, c'est quelque chose qui est intéressant en soi dans l'hypothèse où derrière, on ira rechercher peut-être les taux d'intérêt quand ils vont redescendre, quoi. Okay. Je me suis très mal exprimée, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Si vous n'avez pas compris, vous mettez un commentaire. Ouais, c'est ça. Petit peu stressé là quand même. Non, tranquille. Mais non, c'est intéressant parce que du coup, c'est pour ça qu'on appelle cet épisode la face cachée de l'immobilier, parce qu'il faut remettre un peu l'église au centre du village. L'immobilier reste un bon moyen de créer du capital. De capitaliser, exactement. Oui. Mais c'est pas tout beau, tout rose et c'est pas aussi facile qu'on le croit. Non. Aujourd'hui, quelqu'un qui va dire que son bien est totalement... il s'autofinance, c'est très souvent faux. La plupart des gens, ils oublient les charges qui vont avec, les taxes foncières, les charges de copro, la charge mentale qui va avec. Ça parle de ça.
très clairement, oui, pour moi, c'est une grosse charge mentale, au sens où quand on part là-dedans, on sait comment on commence, on ne sait pas comment ça va finir. Ouais. On n'est jamais à l'abri des aléas des gens qui ne payent pas, des gens qui cassent, des gens qui... de la dégradation, des travaux du bâtiment, etc., etc. Donc, il faut vraiment regarder un ensemble. Il faut y consacrer du temps. Si on parle d'immobilier comme je l'ai fait moi. Okay. D'accord ? C'est-à-dire que moi, c'était quelque part un deuxième job. Okay. Donc, des gens qui veulent se lancer dans l'immobilier aujourd'hui, déjà, je pense qu'ils doivent se faire accompagner, que ça ne se fait pas forcément comme ça, aussi simplement d'un claquement de doigts, que c'est pas j'achète, j'ai un locataire qui paye, ça me rembourse mon crédit, ça me rembourse mes charges. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a un autre problème qui se pose là en ce moment surtout, c'est la DPE. C'est-à-dire que les problèmes énergétiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus pouvoir louer si on est dans une classe énergétique qui est trop basse. D'accord. Donc ça veut dire que des gens qui ont investi, on va dire à bas prix, parce que justement il y avait des prix intéressants, potentiellement aujourd'hui ils vont devoir faire des gros travaux de rénovation énergétique. Donc ça aussi, il faut y penser. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais tendance... Alors, sur le moment, ça peut être intéressant au sens où on a l'impression que le prix est plus bas. Ouais. C'est le cas par rapport à du neuf. Par contre, on s'expose à des problématiques de type, justement, rénovation énergétique. Wow. Aujourd'hui, il est vrai que quand on part sur des programmes neufs, à la base, on paye plus cher. Okay. D'accord ? Mais par contre, ça nous donne sur le temps comment dire ? T'as pas à faire de travaux dans les 10-15 prochaines années parce que tu sais que globalement c'est les dernières normes. Exactement. Okay. Et là, très clairement, aujourd'hui, j'aurais tendance à orienter les gens comme ça. Sur du neuf ? Sur du neuf. Ok. Très clairement. Je l'ai fait moi à titre perso sur de l'ancien. On n'avait pas tous les problèmes de normes énergétiques. Ouais. Là, je vais être exposée à titre perso à cette problématique-là qu'il va falloir gérer. Je pense qu'il va falloir sortir un gros billet. Je ne sais pas encore à quelle sauce je vais être mangée moi-même alors que je suis là-dedans depuis plus de 20 et quelques années. Ah ouais. Voilà. Et donc tu parles de charge mentale, mais il y a aussi de charge mentale d'un point de vue gestion, j'imagine. D'un point de vue gestion, alors bon, après ça dépend comment on gère. Voilà, c'est moi qui gère mes biens. On pourrait se dire que je le mets en agence et du coup, si je le mets en agence, ça va être effectivement géré. J'aurais pas besoin de m'en occuper. Est-ce que ça va être bien géré déjà ? Est-ce que ça va être bien géré ? Est-ce qu'ils vont choisir le bon locataire ? De quel type de location on parle ? Est-ce qu'on va faire du nu ? Est-ce qu'on va faire du meublé ? Aujourd'hui, en termes de fiscalité, il faut quand même s'orienter plutôt sur du meublé, puisqu'au niveau du nu, ça nous coûte extrêmement cher en termes d'imposition, en fonction de notre revenu marginal d'imposition. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. C'est vrai que quand aujourd'hui les clients arrivent vers moi et me posent la question, me présentent déjà leur situation, à savoir, moi je suis propriétaire d'un bien à Annecy, pour dire quelque chose, un T3 qui est en nu, j'ai un appartement à la montagne qui est en meublé, la fiscalité va pas être la même, on va se retrouver avec une grosse fiscalité sur le T3 d'Annecy, puisqu'il est en nu. Alors je parle de clients qui vont avoir un taux marginal d'imposition à 30, voire au-delà, où là vraiment, quand on analyse en fait leur avis d'imposition, on est capable de leur montrer que regardez réellement combien vous rapporte votre appartement. Et quand on a tout enlevé, il reste pas grand-chose en fait. Et là, très clairement, des clients comme ça, aujourd'hui, je vais les orienter peut-être sur d'autres solutions d'optimisation, d'accord ? Ou alors, je vais les basculer peut-être sur d'autres solutions immobilières de type plutôt LMNP. Ou alors, très clairement, ça arrive que je fasse vendre et je leur propose d'autres solutions immobilières et je leur prouve par A plus B que c'est plus rentable, tout simplement. Donc, tu es en train de dire que ça se fait quand même au cas par cas ? C'est tout au cas par cas. Il y a vraiment une analyse à faire au départ. Parce que tu dois prendre en compte leur fiscalité, leur projet, et trouver la meilleure solution qui peut être par l'immobilier, parce qu'il y a plusieurs solutions dans l'immobilier. Il y en a plein. Ça dépend ce qu'on cherche à faire. Il faut vraiment, dès le départ, poser la question au client, bien cerner le client. C'est vrai que j'aime passer beaucoup de temps avec mes clients
pour vraiment cerner leur situation perso. Okay. On va chercher loin. Très clairement, je vais être très crue, mais je les mets à poil. Oui, parce qu'il faut vraiment... En fait, c'est plus on parle avec eux, plus on s'aperçoit. Les clients vont souvent nous rajouter des éléments qui leur semblaient anodins, qui finalement ont beaucoup d'importance. Et en fonction de ce qu'ils vont nous dire, on va orienter les solutions. Parce que des solutions, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. On va partir sur l'IMO. Comme tu as compris, j'adore l'immobilier, mais il faut le faire de façon intelligente. Et en adéquation avec ce qui... Ouais, en fait, c'est obligé de faire en adéquation parce que j'en parlais notamment avec Taylor, qu'on cite souvent sur ce plateau, qui n'est pas encore arrivé, donc j'espère qu'il va pas tarder à... Mon baby boss. Voilà, baby boss, on l'appelle. et justement, Taylor m'expliquait, il m'avait montré en même temps vos méthodes chez Optimi Invest. Je le rappelle, Optimi Invest, c'est la branche immobilière d'Optimi. Il y a Optimi Conseil. Tu fais aussi du conseil, on en parlera après. Et du coup, sur la partie invest, même lui, il a l'habitude d'aller chez ses clients et en fait, comme tu dis, de les mettre à poil, c'est dans le sens comprendre tous leurs revenus, toutes leurs dépenses. Je l'ai même vu, il va même chercher, il est allé chercher iCloud à 3€, quoi. Et dans son fichier Excel, il le rajoute pour vraiment comprendre toutes les dépenses et le vrai effort d'épargne possible de ses clients. Tout à fait. Et ensuite coupler ça avec... Qui méconnaissent la plupart du temps. Oui. C'est vrai que très souvent, j'en arrive à faire des fois justement ce type de schéma. Je fais carrément un fichier Excel de qui doit payer quoi. Ouais. Et très souvent, les gens ils me disent mais je comprends pas, à la fin du mois, j'ai plus rien. En fait, on va mettre tout dans les cases, on va regarder. C'est vraiment, c'est tout bête à faire, mais il faut le faire. Et la plupart des gens, avec la vie qu'on a, on n'a pas le temps, ils prennent pas le temps. Et des gens qui auraient l'impression d'avoir aucun effort d'épargne possible, finalement, on arrive en optimisant. Alors, on va optimiser par rapport à leur façon de vivre. Le but, c'est pas de les mettre au pain sec et à l'eau, mais de leur dire, tiens, par exemple, tu sais qu'aujourd'hui, on fait du courtage en assurance. Voilà, c'est donc dans l'autre partie d'Optimi. Dans le conseil, on va aller optimiser leurs assurances emprunteurs, on va aller optimiser leurs mutuelles, on va aller optimiser leur assurance habitation. Nous-mêmes, on en parlait tout à l'heure avec les collègues, on l'a même pas fait, on doit le faire pour nous, on n'a pas encore forcément pris le temps, mais quand on s'aperçoit que en allant gratter un petit peu chez tous les assureurs, parce qu'aujourd'hui on a plus de 100 compagnies d'assurance, enfin on travaille avec 100 compagnies, ce qui fait qu'on a un panel énorme et en fonction du profil client, on va choisir telle ou telle assurance et je vais pas dire qu'à tous les coups ça match, mais pas loin, c'est-à-dire qu'on est capable. Une assurance qui a été vendue, par exemple, je te prends l'exemple d'une assurance emprunteur qui a donc été vendue par la banque en même temps qu'elle a fourni l'offre de prêt. On s'aperçoit que on peut diviser largement, des fois par 2, voire même par 3. J'ai eu un cas, je l'ai vu. Ouais. Voilà. Tu peux diviser par 3 pour les mêmes garanties. De toute façon, c'est la loi. C'est-à-dire que... Tu vas pas régresser sur les garanties. On ne va pas régresser sur les... On va proposer la même chose, sauf qu'on va peut-être diviser, comme je te disais, le prix par 2 ou par 3. Et donc, juste ça, si tu veux, avant même, quand on rencontre le client, on fait un état des lieux, on va checker un petit peu tout ça. On va être capable de dire, tiens, peut-être que là, on peut faire quelque chose. Il y en a certains qui ont très bien négocié ou qui ont peut-être déjà renégocié leurs assurances, ce qui fait que là, très clairement, on va pas prendre du temps là-dessus. On sait qu'on va on va pas pouvoir faire mieux parce que ça a déjà été fait. Maintenant, sur la totalité d'un profil client, on a tous des assurances, on en a tout le tour du ventre. Maintenant, est-ce que ça correspond à l'instant T? Est-ce que c'est bon pour le client? Est-ce que ça correspond à son profil? C'était peut-être bon à l'époque. Alors pour le coup, je parle pas des assurances emprunteurs, je parle plus d'un point de vue plus général, mais ça correspondait peut-être à l'époque, ça correspond plus aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est de remettre toujours en question les solutions qui ont été mises en place, parce que déjà t'as ton client qui évolue dans sa vie, il n'a pas les mêmes projets, les produits peuvent évoluer, les situations évoluent, et c'est même tout l'intérêt, je pense, c'est un sujet qu'on a discuté aussi avec Pierrick et Laurent dans un autre podcast, où en fait, ce qui se passe, c'est que le fait d'être courtier dans ce modèle-là, et que tu as accès à plus de 100 compagnies, c'est que tu trouves toujours une solution, mais même si cette solution demain est amenée à changer, tu peux encore switcher. Exactement. Et vu que tu gardes ce lien avec le client, c'est pas comme, je sais pas, ceux qui nous regardent, si vous avez des contrats d'assurance chez vos banques ou avec une compagnie d'assurance unique, en fait, si demain ce produit n'est plus viable à votre situation, ou que même ce produit change et n'est plus viable à vos projets de vie, c'est compliqué de changer. Alors qu'un courtier, il va sans cesse, parce que c'est son intérêt, parce que c'est votre intérêt aussi, d'avoir toujours les produits les plus adaptés. On est sur du win-win, très clairement. Nous, on gagne notre vie là-dedans. Le client,
va pas payer plus cher parce qu'il fait appel à nous. Mais surtout que ça coûte zéro. Hein. Bah ça coûte zéro. Il n'y a pas de frais c'est ça qui est fou chez les courses. Après, c'est l'assurance qui nous rémunère. En fait, c'est l'assureur qui nous rémunère. Et c'est en toute transparence d'ailleurs, si vous le communiquez avec vos clients. Ça. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une vision globale du client, que comme je disais, on le met à poil. Donc on fait une sorte de checklist en fait de tous les besoins qui pourrait y avoir et on essaye d'optimiser en fait dans plusieurs domaines. Je me suis un petit peu éloignée du sujet de départ, mais il y a plein de sujets, mais c'est vrai que tu vois, on parle de l'immobilier parce que l'immobilier, je voulais aussi qu'on titille un peu le truc parce que voilà, tout le monde se fait une idée très folle de l'immobilier, on va y revenir, mais que avant tout, quand vous voulez développer du patrimoine, il n'y a pas que l'immobilier en réponse. Parce que du coup, toi dans ton parcours, t'as eu le tennis, t'as fait de l'immobilier à titre perso. T'es rentré ensuite, tu m'as dit Younes. Je suis rentrée, voilà. Je suis rentrée dans une société qui faisait de la défisque et je faisais que de l'IMO, voilà. Ça m'a bien plu parce que ça m'a permis de sortir du monde dans lequel j'étais avant. J'avais besoin d'en sortir, j'avais besoin de prouver que j'étais capable de faire autre chose. Ça a plutôt bien marché, mais par contre, j'étais cantonnée à ne faire que de l'IMO. Et donc, il n'est pas toujours la réponse. Ce qui n'est pas forcément la réponse au client qui est en face de nous, voilà, quand le jour où on le rencontre. Et j'ai eu besoin de plus, j'ai eu besoin de m'ouvrir à d'autres choses. Je suis partie du principe que l'IMO, j'adore. Il n'y a aucun souci avec ça, je continue d'adorer. Mais il y a aussi d'autres choses. Et puis, il y a l'histoire des œufs et du panier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Il faut trouver un équilibre dans tout ça. Je continue à faire de l'investissement immobilier pour mes clients, mais je vais aussi travailler beaucoup sur tout ce qui est assurance et trouver le juste équilibre pour que, à l'instant T, ça ait du sens et pour la suite, ça ait du sens aussi en termes de succession. Voilà, je prends l'exemple d'un client. Aujourd'hui, un client qui a 2 millions de patrimoine parce que c'est pas parce qu'il a comment dire, je la refais. Sa masse successorale, c'est-à-dire on va dire tout son immobilier vaut 2 millions. Il n'a pas fini de payer son crédit puisque potentiellement il reste encore des crédits à payer. S'il lui arrive quelque chose à ce client, les assurances emprunteurs remboursent, comble le reste à payer en fait à la banque. Ce qui veut dire que ces 2 millions tombent directement chez les héritiers. Sauf que ces héritiers, pour pouvoir venir chercher ces 2 millions, ils ont d'énormes droits de succession. On est entre 400 et 500 000 euros. Il faudrait quand même faudrait reprendre, on a des barèmes, il faudrait regarder les barèmes exacts. Il faudrait vendre en urgence pour pouvoir... On a 6 mois pour payer les droits de succession, donc 6 mois pour pouvoir récupérer le patrimoine de cette personne décédée. Donc ça veut dire potentiellement devoir les brader. On n'a pas le temps de ranger les mouchoirs, qu'il faut tout de suite sortir l'argent. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, quand je fais face à ce genre de clients, c'est trouver une solution. Potentiellement vendre peut-être un peu d'IMO et basculer un petit peu plus sur de l'assurance vie. Pourquoi pas du PER s'il y a de la défisque à faire. Pourquoi l'assurance vie ? Pourquoi l'assurance vie ? Parce qu'il y a un abattement supplémentaire. Je ne sais pas si tu connais le principe de la masse successorale. Voilà, toi tu connais. Moi je pose la question un peu. Alors, oui, je connais la réponse. Disons que moi mon but c'est d'aller chercher des abattements supplémentaires. Sur la masse successorale, on en a relativement peu, 100 000 euros par parent par enfant. Donc selon 2 enfants pour un foyer, ça ferait 400 000 du coup. Ouais, c'est ça. Parce que 200 000 pour chaque parent et du coup 400 000 au total sur la masse successorale du foyer. Et quand on est en monoparental, du coup ça fait vite une grosse somme. T'as plus de 200 000 si t'as 2 enfants. C'est très faible suivant la masse successorale du client. Et c'est vrai que dans notre région particulièrement, voilà. Parce que 200 000 sur 2 millions, c'est-à-dire qu'il reste 1,8 million. 1,8 million à aller chercher, c'est énorme. Et donc, comment aller chercher justement les droits, pour aller payer payer les droits de succession, comment on fait ? L'idée, c'est effectivement d'aller chercher en assurance vie. On a droit à 152 500 par bénéficiaire, d'accord ? Donc potentiellement, s'il y a 2 enfants, on peut rajouter 150 000 sur chaque enfant. Voilà. Donc ça fait baisser 300, on baisse déjà de 500 000. Alors, c'est surtout que c'est l'assurance vie, si effectivement on a réussi à la charger jusqu'à ce plafond, ça nous permet d'aller récupérer les droits de succession sans être obligé, d'aller payer les droits de succession sans être obligé de vendre l'IMO. Je parle de maison de famille, je parle de des biens qu'on n'aurait pas voulu
en étant vivant, que ce soit vendu, bradé. Ouais. Voilà. Ça fait partie des solutions qu'on peut mettre en place. Il y a pas mal de solutions, mais comme je disais, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Ok. Donc tu as l'immobilier. Donc l'immobilier, on peut le faire seul, on peut le faire accompagner. Toi, tu recommandes de le faire accompagner, et on peut le faire aussi avec des dispositifs. Tout à fait. Alors, donc, là, ce qui est intéressant pour ceux qui nous regardent, parce que moi, j'ai toujours appris, tu fais un crédit à la banque, t'achètes, tu mets un locataire, tu touches un loyer, basta. Mais en fait, de ce que j'ai compris chez Optim Invest, on a plein de dispositifs. J'ai entendu LMNP, Malraux, Monument Historique. Ouais. Ça, c'est des choses que tu utilises Oui, bien sûr. Oui, complètement. La LMNP, en gros, c'est ce que je faisais à titre perso. Sauf que là, on va plutôt être sur de la LMNP en résidence-service, qui a de gros avantages. On a une énorme défiscalisation dessus, d'accord ? Ouais. On a du totalement géré. Avec pilotage automatique. Pilotage automatique. Tu touches à rien. Tu touches à rien, tu touches tes loyers. Il se passe rien. Même s'il n'y a pas de locataire. Même s'il n'y a pas de locataire, c'est exactement ça. Donc ça, c'est top. Ouais. On a une jolie rentabilité dessus. Ouais. Donc ça, pour moi, aujourd'hui, très clairement, ça vaut vraiment la peine pour justement, de nouveau, les œufs et le panier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux faire de l'IMO, tu as un job qui te prend 40 heures par semaine. Est-ce que vraiment tu as envie, le samedi matin, ma LMNP, pour vous donner l'exemple, c'est le samedi matin, le téléphone sonne, quoi. Parce qu'il y a les locataires qui partent, il y a d'autres qui arrivent, qu'il y a eu de la casse, qu'il y a une fuite, qu'il y a le lave-vaisselle qui marche pas bien. Il faut avoir envie d'être embêté. Ouais. Voilà. C'est pas un long fleuve tranquille. Alors qu'une résidence de service, t'es jamais embêté du coup. On n'est jamais embêté. Et c'est ça, quoi une c'est résidence un de truc service top. Pour ceux qui connaissent Alors, pas. ça va être de la résidence étudiante, ça va être une résidence affaires, ça va être une résidence, je t'ai dit étudiant, senior, affaires. Ouais, voilà. Et c'est juste génial. Alors, je privilégie beaucoup les résidences seniors. J'ai un petit affect avec ça. Moi, je trouve ça génial. C'est un petit peu cru, mais c'est une maison, comme je dis, c'est un club med pour personnes âgées. Donc, à la fois, ils ont leur appartement, donc ils sont indépendants, mais ils ont accès à pas mal d'activités au sein de la résidence. Ils peuvent à la fois être avec les autres du même âge, puisque c'est une résidence senior. D'accord ? Il n'y a pas n'importe qui peut pas venir vivre dedans. Ok, c'est principalement pour des seniors. Et puis, il y a une vie à l'intérieur. Ouais, surtout ça. Voilà. Après, ils veulent rester tranquilles chez eux. Je veux dire, ils ont un appartement à eux. Et de mémoire, il y a aussi un autre avantage qu'on fait chez Optim Invest et qui a été dans le choix des promoteurs. Oui. Et de mémoire, ceux qui construisent sont aussi ceux qui gèrent. Exactement. Parce qu'il y a eu des cas où il y a des promoteurs qui produisent, c'est pas eux qui vont gérer derrière. C'est ça. Ils mettent une résidence senior dans un endroit où en fait il n'y aura pas de senior, ou pareil sur des étudiants. C'est ça. Où ils ont mal réfléchi à comment ils allaient le gérer. Oui. C'est pas eux qui vont le gérer. Et en fait, on s'est retrouvé avec des logements qui sont inhabités, en fait, qui sont pas gérés. Exactement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille avec seulement certains promoteurs qui justement achètent le terrain, construisent et derrière gèrent. De façon à ce que justement on aille tous dans la même direction et qu'ils aient les mêmes envies de réussite que nous. Voilà, ouais. Très clairement. Et puis nous aussi. Hein. Parce qu'ils perdent de l'argent s'ils ne peuvent pas le gérer, donc ils sont obligés de construire un endroit où ils savent qu'ils vont le gérer très facilement. Ils doivent être sur d'eux. Et on est sur des beaux commerciaux qui vont entre 9 et 10 ans. Ah ouais, donc je veux dire, franchement, c'est tranquille. C'est tranquille et on est défiscalisé sur les revenus avec un montage, avec ce qu'on appelle un kit fiscal. Ouais. On arrive grâce au comptable à ne pas payer d'impôts sur les revenus générés par le locatif en fait pendant 25 ans. 25 ans. Ouais. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est pour ça que j'en reviens toujours au fait que attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Ouais. L'IMO à dire je gère tout de A à Z, ça a du bon, mais pas que. Okay. Il faut vraiment être prêt à avoir quand même un petit peu d'ennui. Et on peut espérer quel type de rentabilité sur la résidence de service ? Dans les 4%. Ah oui, et 4% sûr. C'est que comme tu as dit, qu'il y ait de locataires ou pas, c'est 4%. Exactement. On touche le loyer quoi qu'il arrive. On a une revalorisation du montant du loyer chaque année. Ah, donc le loyer augmente ? Oui. On ne paye pas d'impôt sur les revenus ? Non. Sur les revenus, sur les loyers. Sur les loyers. Ouais. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en même temps, on investit dans l'immobilier. Donc on capitalise en plus sur un bien. Donc on capitalise, exactement. Et on peut même le transmettre à ses enfants qui repartent eux aussi sur 25 ans. C'est assez dingue ce truc-là. Avec des droits de succession quand même. Même pas ?
Ça va dépendre du moment. Non, on peut transmettre. Après, c'est toujours pareil. Ça va dépendre du montant montant de l'IMO, du montant du bien. L'histoire est quand même que on a 100 000 d'abattement tous les 15 ans. D'accord. Donc, si on arrive à gérer ça relativement bien, à voir combien de fois on peut utiliser cette tranche-là, quoi. Ok. Ah ouais. Donc ça, alors sur la résidence de service, c'est principalement, donc c'est du LMNP, ça. Oui, tout à fait. Strictement, LMNP, résidence service. Et tu fais aussi d'autres dispositifs ? Alors après, on peut aller taper dans du mal. Alors, il y avait le fameux Pinel. Ouais. Aujourd'hui, on a tendance à plus trop y aller. Ouais. Ça a eu du bon. T'en as fait à titre perso ? J'en ai fait à titre perso. J'en Bonne ai ou, aussi. mauvaise Bien. expérience ? Ah oui, très bonne expérience. Après, c'est marrant parce que les gens, quand je présentais du Pinel, il y en a qui étaient plutôt OK, il y en a qui l'étaient pas du tout, qui avaient des a priori. Serrer les dents. C'est toujours pareil. Il y a à boire et à manger aussi, quoi. C'est-à-dire que si l'emplacement est bien choisi, c'est super. Ça marche très bien. On a une très très belle défiscalisation là-dessus. Okay. Mais ça dépend où. Ça dépend comment c'est géré, ça dépend par qui, ça dépend le promoteur avec qui on travaille. Donc je citerai personne, mais voilà. Disons qu'il faut voilà, venez nous voir. Okay. On en reparlera de vive voix, je ne dirai pas ça sur les réseaux. Et après, effectivement, on veut faire de la grosse défiscalisation, on va aller chercher du Malraux, on va aller chercher du monument historique, où là, on est vraiment sur de la très belle pierre. On va taper plutôt des clients qui ont qui payent beaucoup d'impôts. À partir de combien généralement ? Genre, s'ils payent plus de 50 000 euros par an, c'est non, avant. Non, on peut aller un petit peu plus bas. Oui, 20 30 000 euros. Alors, je veux dire, au moment où tu rencontres un client qui paye genre 30 000 euros d'impôts par an, il sait qu'il peut les réduire drastiquement avec du Malraux. La plupart du temps, les gens, quand ils t'appellent, ils savent que tu as des... Enfin, ils partent du principe que tu peux leur apporter des solutions. Okay. Après, exactement le contenu de cette solution, ils l'ont pas. Après, c'est à nous de la créer, c'est à nous d'aller effectivement aller chercher le produit qui soit en adéquation avec le client, tout simplement. Je te donne un exemple de par notre emplacement. Aujourd'hui, nos gros clients, ça va être par exemple, monsieur travaille dans le canton de Vaud, donc en Suisse, mais pas dans le canton de Genève puisqu'ils sont imposés à la source. Il travaille dans le canton de Vaud, donc ça veut dire qu'il est imposé en France. Et il se retrouve donc avec un salaire suisse imposé. Avec un impôt français. Avec un impôt français. Donc on se retrouve sur des sommes des fois assez impressionnantes. Ah, qui est obligé de réduire son impôt. Lui. Donc là, il faut vraiment trouver des solutions. Donc c'est vrai que ce genre de clients ils font pas mal appel à nous, quoi. Non. Donc voilà. Et il y en a qui n'ont rien mis en place. Genre t'as des clients. Et il y en a qui n'ont rien mis en place parce que pas le temps, parce qu'il y a des gens qui vont nous dire c'est normal de payer de l'impôt. Oui. Parce que moi, je le dis souvent, la fiscalité, c'est comme la politique. Hein, si on s'en occupe pas, c'est eux qui vont s'occuper de nous. Donc au final, si tu dis, pour ceux qui gagnent, qui sont frontaliers ou qui ont des gros salaires, qui payent beaucoup d'impôts, si vous faites rien, c'est con parce que vous avez payé énormément d'impôts et c'est compliqué de développer un patrimoine quand ils payent autant d'impôts de l'autre côté, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire les deux, c'est-à-dire se servir de son impôt pour justement investir et créer son patrimoine, et capitaliser. Il y a vraiment, on a plein de formules possibles, mais vraiment c'est au cas par cas. Ce qui va être super intéressant, c'est de travailler sur la petite fiscalité où on a des clients, tout le monde ne gagne pas des sommes astronomiques et même ces gens-là, on peut les aider en fait. Et aujourd'hui, la gestion de patrimoine, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de nous voir comme des extraterrestres qui ne touchons que les gros portefeuilles parce qu'aujourd'hui, très clairement, j'aide autant des petits, on va dire un petit impôt. Je vais être capable de le gérer comme je peux être capable de gérer un gros impôt en fait. Ouais, c'est presque le client est pratiquement plus content parce que on va lui faire gagner quelques petits sous, on va optimiser un peu à droite, un petit peu à gauche. Je dis pas qu'on va changer leur vie, mais c'est vrai qu'on essaye de démocratiser la gestion de patrimoine dans le sens où les gens, comme tu as dit, ils pensent que c'est que pour les gros portefeuilles. Ils se disent pas qu'ils en ont. Et en fait, un patrimoine, il passe par 4 étapes. Je les ai apprises par cœur, les 4 étapes. Tu les connais ou pas ? Vas-y, je t'écoute. Constituer, développer, sécuriser, transmettre. Les 2 premiers, c'est du pur financier. Et les 2 derniers, c'est du pur assurance. C'est vrai qu'on parle souvent de finassurance. Et l'idée, c'est que même un jeune qui démarre dans la vie active, il doit construire son patrimoine. C'est ça. Et qu'un patrimoine, ça commence à 50 balles. Et que même là, toi, tu peux l'accompagner. C'est ça. On a le cas, parce que du coup, on a parlé d'immobilier.
On comprend que du coup il y a une face cachée dans l'immobilier où il faut pas non plus y aller en mode c'est trop facile et en fait tu claques des doigts et t'as tout de suite 1 million de patrimoine sans rien faire, sans apport, sans rien. Il faut de l'argent pour faire de l'immobilier de toute façon. Oui. Donc, même si t'as pas d'argent, une banque va difficilement te prêter, donc elle doit avoir des garanties. Mais il y a quand même de beaux produits à avoir. Ça reste un bon moyen, si j'ai bien compris, et pour synthétiser, de réduire son impôt. Ça peut. Mais en même temps, comme tu dis, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier et que dans des stratégies différentes, tu peux faire autre chose. Et notamment, donc on a parlé d'assurance vie pour défiscaliser, enfin je veux dire éviter de payer trop d'impôts pour la succession notamment. Ok, c'est pas de la défiscalisation immédiate, on parlerait plutôt du PER pour le coup. Voilà, PER c'est plus de la défiscalisation, voilà. Mais sur l'assurance vie, t'en fais aussi. Oui, évidemment. Et donc on sait qu'une assurance vie, si vous le savez pas, c'est une enveloppe fiscale sur laquelle on va investir dans ce qu'on veut. On peut investir sur des fonds, sur les marchés et sur des fonds structurés. Et je sais que t'aimes bien ça. J'adore. Il faut que tu nous en parles un petit peu. Qu'est-ce que tu fais avec les fonds structurés ? Qu'est-ce que je fais avec des fonds structurés ? Alors j'aime bien. Dans le cas d'assurance vie. Je l'utilise en assurance vie, je l'utilise en PER, puisque voilà, on peut le mettre dans les deux enveloppes. Effectivement, on part quand même. C'est souvent de l'argent. L'argent qu'on va mettre dedans, ça va être de l'argent, comme je dis, qui dort, qu'on va trouver chez des clients qui, quand on fait l'analyse du client, quand on fait son audit, et que justement on va chercher un petit peu loin, on est obligé de poser quand même des questions sur ce qu'il a sur les comptes, comment c'est géré, qui c'est qui le gère, monsieur, madame, est-ce que les livrets A sont pleins, est-ce que les LDD sont pleins, bref. L'idée c'est de travailler sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Le court terme, on va laisser de l'argent aux clients sur des comptes qui sont disponibles. Il faut garder de l'argent sur les comptes courants, il faut garder de l'argent sur les livrets A, les LDD, mais pas trop. On n'est pas obligé. C'est pour l'immédiat. Donc, il faut comprendre les dépenses de son client aussi. Il faut tenir compte, bien sûr. Je dis, ils ont peut-être 20, 30 000 euros, alors qu'en fait, 5 000 pourrait suffire, 10 000 pourrait suffire. Complètement. Oui, mais alors, pourrait suffire, oui, mais après, il y a encore la poire pour la soif. C'est-à-dire que peut-être que des clients, tous les mois, ils ont besoin de 5 000 euros de dépenses donc mensuelles. Par contre, je vais leur laisser entre 15 et 20 000 quand même, au cas où il y a la voiture qui casse, la chaudière, ou voilà, les imprévus. Donc ça, c'est obligatoire, ça fait partie du conseil. On doit absolument garder de l'argent disponible immédiatement. Après, tout le reste... ça doit descendre d'un étage et puis basculer en moyen terme. Et le moyen terme, ça va être effectivement l'assurance vie, qui elle aussi est disponible. Il faut arrêter de croire que l'assurance vie n'est pas disponible. C'est disponible. À 3 semaines, on récupère notre argent. Le but, c'est de passer la barrière des 8 ans, d'accord, par rapport à la fiscalité. Mais ça n'empêche que si pendant les 8 ans, on a besoin... pour je ne sais quelle raison d'aller récupérer 3-4 000 balles, il y a une, entre guillemets, des travaux, une pseudo-urgence à faire quelque chose, on est fiscalisé sur les intérêts qui ont été produits par ces 3-4 000 euros. Donc, c'est pas non plus complètement dingue. Et au moins, pendant cette période-là, on l'a fait travailler. Alors, ça va dépendre de quel support on va mettre, d'accord ? Il y a tout ce qui est effectivement unité de compte et il y a effectivement les fameux fonds structurés. Qu'est-ce qu'un fonds structuré ? On va peut-être pas rentrer dans les détails là comme ça, mais en fait, ça a une durée de vie. L'idée, c'est que on a... Alors, comment expliquer pour le faire le plus simple ? Moi, j'ai l'habitude de l'expliquer en vidéo. Si tu veux, je fais le début, tu fais la fin. Vas-y, Rémi, fais le début, je fais la fin. Bon, après, je suis pas un expert des fonds structurés. Si tu peux synthétiser, c'est aussi bien. Je pense qu'on invitera Arnaud Hofstetter qui nous fait nos fonds, qui est incroyablement intéressant sur la manière dont il les conçoit. Ancien trader de Morgan Stanley, qui aujourd'hui fait nos propres fonds. Et en fait, un fonds structuré, on va pas investir sur une action. Alors, généralement, en ce moment, on fait ça sur les actions. On le fait aussi sur les taux. Et on vient en fait trouver un actif, on en crée un indice et on investit sur l'indice. On n'investit jamais directement sur l'action. Je prends l'exemple, on a eu l'année dernière Mercedes. Donc on a investi sur un indice corrélé à l'action Mercedes. Et ce fonds structuré, il y a des mécanismes. Premier mécanisme, c'est on rentre. Tous les 3 mois, on va vous regarder où est le prix de l'indice par rapport à là où on est rentré. Si au bout d'1 an et demi, on est juste au-dessus de notre prix d'entrée, on sort, on prend notre capital initial et 100% du capital initial plus les intérêts créés. Les intérêts, on était à 3,18 et quelque chose, ça faisait 12,85 de mémoire à l'année, par an. Et vu que c'était des coupons de 3% un peu plus de 3% par trimestre qui étaient générés. Donc on les percevait. Donc ça, c'était ouf.
Et ensuite, on a une sorte de barrière de rappel, donc ça je l'explique dans une autre vidéo, ça descend, c'est-à-dire qu'en fait, plus on avance dans le temps, moins on a besoin que l'indice performe pour sortir. Et pareil, on sort toujours 100% de son capital, plus du coup, les coupons générés, donc la performance trimestrielle. Évidemment, tout investissement comporte un risque, on peut perdre de l'argent, mais seulement si l'indice finit au bout de 10 ans à moins 50%. Sachant qu'on l'a déjà acheté plus bas. Alors on l'a déjà acheté plus bas. Que la base. Donc les moins 50, c'est même presque au-delà, on va dire. Et puis là, je pense qu'avec tes clients, là où c'est intéressant, c'est qu'au moment où on price l'action, parce qu'il y a aussi une autre chose, c'est que quand on price l'action, si on dit on va rentrer à, 10 euros par exemple, si l'action est à 11 euros, on rentre quand même à 10. Donc on est déjà à 10% de... On est encore plus sûr, on n'est jamais sûr, mais il y a plus de chances. C'est ça. Mais si il descend à 9, on rentre à 9. Oui. Donc on descend plus bas. Et là, on parle de capital protégé. C'est protégé. Et on ne parle même pas des fonds structurés à capital garanti. Ça, ou là, oui, excuse-moi. Non, mais t'es parti direct dans le dur, là. Tu fais la fin, vas-y. J'ai fait le début, vas-y. Je t'en prie, fais la fin. Non, alors ça, c'est effectivement, entre guillemets, un petit peu touchy avec des gens qui ont déjà un petit peu investi là-dedans et qui sont aptes à entendre, qui sont aptes à entendre, qui peuvent potentiellement perdre une partie de leur capital, même si franchement on met les bretelles, la ceinture de sécurité et on est vraiment bordé. Tu prends Mercedes, pour perdre de l'argent, il fallait qu'on descende fallait que le titre de l'action perde 50% de sa valeur par rapport à là où on l'avait acheté. Et si tu regardes le point où c'est, même au Covid, on n'est pas descendu aussi bas. C'est ça. Donc tu te dis, finalement, oui, ça peut arriver, mais il faut sur vraiment papier, que ça explose. Voilà, on est obligé de le présenter aux clients comme quoi il y a un risque de perte en capital. La réalité du terrain fait que on y va aussi parce que on a d'énormes garanties sur le produit qu'on choisit. Là, on parle de Mercedes, on peut parler d'Orange aussi. Voilà, le jour où ça se casse la margoulette, il y aura eu d'autres problèmes aussi. C'est ça. Donc, ça sera pas le. Voilà, il y aura d'autres problèmes. Mais par exemple, tu vois, tu parlais de. On a parlé de capital protégé. Donc, c'est-à-dire que le capital est protégé jusqu'à une certaine barrière, jusqu'à un certain niveau. Après, on s'expose à une perte en capital. Et tu as parlé de capital garanti. Oui. Alors, celui-là, c'est entre guillemets le favori, au sens où on se retrouve sur un indice de risque souvent entre 1 et 2 sur 7. Donc, il y a une échelle comme du fonds euro. On est sur du fonds euro, donc hyper safe, avec le capital garanti. Et alors, je prends un des exemples qu'on a actuellement, où on est à 114% de quelque part de garantie, puisque les 2 premières années, on est à 7% de renta première année, 7% de deuxième année. On doit attendre 15% pour que le fonds se ferme. Potentiellement, on sort à 3-4 ans. Et l'idée, effectivement, dans nos stratégies, c'est de garder à l'intérieur en fait, de notre assurance vie ou de notre PER des fonds structurés, où là, par contre, il faut bien prévenir le client que il ne va pas pouvoir venir chercher, il faut trouver, c'est là notre job, c'est effectivement peut-être quelqu'un qui sait que dans l'année, les 2 ans à venir, il va avoir besoin d'argent sur son assurance vie, qui va venir en récupérer un bout, peut-être pas tout mettre dans le fonds structuré, parce qu'on sait qu'on a une très belle rentabilité. Par contre, il faut le laisser se terminer. C'est-à-dire que le pire des scénarios, c'est qu'on aille jusqu'à 10 ans. Par rapport aux fonds sur lesquels on travaille, on est sur du 1 an actuellement, potentiellement on sort à 1 an. Il y en a d'autres, on est à 3-4 ans. Tu dis que c'est le pire scénario, c'est 10 ans, oui et non. Parce que même si ça dure 9 ans, mais que ça sort au bout de 9 ans... Mais il faut pas... Disons que... Oui, mais nous, il faut pas que le client ait besoin de sortir. Voilà, exactement. Donc il faut que ça soit de l'argent qui se dise pendant 10 ans, je peux ne pas les toucher. Voilà. Je sais qu'au bout de 10 ans, je suis sûr de sortir au moins quelque chose. Soit 100% de mon capital, et pas de performance. Soit une partie de mon capital. 1,4. Si on prend mon exemple de tout à l'heure, 7% première année, 7% deuxième année, dans l'hypothèse où on n'atteigne pas les 15% pour sortir, ça veut dire qu'on attend la 10e année, et à la 10e année, on récupérera notre capital de départ, plus les 14% finalement. C'est ça. Généré sur 10 ans. Donc généré sur 10 ans, ça fait du 1,4. De nouveau, sans vouloir citer personne, en banque, quand on analyse les assurances vie des clients, une rentabilité à 1,4, ça se voit tous les voilà. dans tous les coins. Mais en même temps, on prend le risque sans vraiment le prendre parce qu'on perd pas de capital, mais de faire au moins 14% en 3 ans. Ou 2 ans, enfin entre 2 et 4 ans. Parce que c'est ce qu'on estime. Après, comme on a dit, ça peut durer plus longtemps. Là, on parle du capital garanti, capital protégé. Parce que moi, je m'étais dit, mais c'est-à-dire que si pendant 10 ans, l'argent est bloqué, mais là, sur les capitals protégés, on génère une performance.
Oui. Donc, c'est-à-dire que tu prends le fonds orange, il peut durer jusqu'à 10 ans, Oui. il fait 11% par an. C'est monstrueux. Donc même si on le sort dans 8 ans parce qu'on n'a pas respecté toutes les conditions... On est content. On est un petit peu plus stressé, mais on est content. Voilà, on est un peu plus stressé. Mais au moins, c'est bon. Mais d'où l'intérêt de ne pas mettre ses yeux dans le même panier. Parce que Tout à c'est-à-dire fait. que tu peux avoir un fonds qui sort dans un an, l'autre qui sort dans 3 ans, l'autre qui sort dans 10 ans. Et en c'est fait... à nous de jongler un petit peu avec tout ça, en mettant peut-être des unités de compte en plus dans l'enveloppe, de façon à ce que si le client il a besoin dans les 3-4 ans, on sait qu'il va avoir besoin, je dis n'importe quoi, d'aller construire sa piscine dans les 3-4 ans, et qu'il a besoin de récupérer de l'argent, on fait en sorte qu'il y ait une partie de l'enveloppe qui ne soit pas du fonds structuré pour qu'il puisse venir récupérer comme on l'annonce, puisque l'assurance vie à la base c'est du disponible. Mais la mauvaise interprétation pourrait être de dire, vous m'avez dit que l'assurance vie c'était disponible, oui, mais fonds structuré, attention, laissez travailler le produit. Ensuite, il sort. Si à ce moment-là, quand le fonds se ferme, vous avez besoin, oui, à ce moment-là, vous pouvez sortir. Mais je ne vous conseille pas de sortir avant, bien évidemment. Donc là, pour reboucler sur tout ça, c'est-à-dire que le fait d'être chez Optimi et avec tout ce que tu as en armes pour gérer le patrimoine de tes clients, ça te permet, avec l'assurance, de potentiellement baisser leur coût assurantiel. Parce qu'en fait, tu as des produits peut-être meilleurs, avec des meilleures garanties et peut-être pour moins cher. Oui. Assurance de prêt, assurance santé, etc. Ça. Donc, ils ont plus d'épargne à la fin. C'est ça. Que tu vas pouvoir utiliser pour faire autre chose. C'est ça. Et derrière, tu vas pouvoir diversifier, enfin, j'imagine c'est ce que tu fais, entre des projets IMO. Ouais. Des projets on va penser au futur sur du contrat d'assurance vie, PER, contrat de capitalisation aussi pour les entreprises, c'est aussi possible, sur lequel tu peux capitaliser. C'est ça. Et tu vas faire en fait une gestion d'actifs, tu vas faire une allocation, tu vas dire ça on va le mettre ici, ça on va le mettre là. C'est ça. En fait, on joue au Lego. Tu joues au Lego et tu as tout ce conseil que tu apportes à tes clients. Parce que c'est ce qui manque de partout. Un banquier va être... Il va apporter des conseils, mais il va pas avoir... Voilà. Et il ne saura pas autant de choses que l'on sait de nos clients. Pareil pour un assureur qui bosse pour une compagnie unique. Que quand on est courtier, c'est vrai que ça permet... Tu fais ce que tu veux en fait. C'est génial. Et puis effectivement, c'est du vase communicant. Oui. Au sens où on va se retrouver avec, on reprend l'exemple des assurances emprunteurs, le client il a 3 assurances emprunteurs à renégocier, on renégocie, on lui fait gagner 100 balles par mois, pour l'exemple. Ces 100 balles par mois, on va, du coup, je n'ai rien changé à sa vie, je lui ai pas pris plus d'argent, puisque en fait c'est juste en renégociant, je lui ai fait gagner 100 balles. Ces 100 balles, on les met sur une assurance vie ou sur un PER, parce que pour le coup, moi j'aime beaucoup travailler avec les deux sont très complémentaires. Monsieur allez, on va dire que le couple a un TMI à 30%. C'est à peu près ce qu'on voit le plus dans notre région. 30% de ce qu'il va mettre sur son PER, il va le récupérer l'année prochaine, voilà, en économie d'impôt. Donc là, je prends l'exemple des 100 €. Ça a fait vase communicant. À la fois, ces 100 €, on les fait travailler, pour le coup, sur des unités de compte. D'accord. Avec certains assureurs, maintenant, on peut même faire du fonds structuré. On en a encore parlé aujourd'hui. Donc, on fait travailler ces 100 € qui lui permettent de récupérer une partie de son impôt sur l'année suivante. Et après, on travaille ce qu'on appelle en intérêt composé. C'est-à-dire que s'il met du coup 100 € sur ce compte tous les mois, ça veut dire qu'il y a 100 € qui vont travailler, je prends un exemple à 4%. Il va y avoir donc sur la somme va se rajouter les 100 € le mois suivant, etc., etc. Ça fait grossir. Ça fait grossir. Ça fait effet le boule de neige, exactement. Et du coup, juste en changeant de poche, on aime bien utiliser cette expression, juste en changeant l'argent de poche, on arrive à modifier, en fait, on va dire, la structure du client. Et tu le ressens ça chez tes clients que c'est un vrai... on dit game changer dans le sens où ça change complètement pour eux. C'est génial. C'est ouf, quoi. C'est génial. Ils ont enfin déjà un conseiller dédié qui, pour eux, pour l'intérêt du conseiller, vous, c'est d'avoir la relation client la plus longue possible. Oui. Et eux, ils ont enfin un conseiller qui va pas me lâcher. Moi, et puis, alors, c'est dingue, c'est que on en rigole de moi souvent, mais en fait, ça devient mes potes, quoi. Oui, mais parce qu'on rentre tellement dans l'intimité des gens. Ouais, forcément. Que voilà, et puis je suis au même niveau que tout le monde. Moi, c'est pas parce qu'on va parler d'argent que je vais me mettre au-dessus d'eux et que voilà. Donc, c'est vrai que j'ai un rapport humain qui fait que j'en parle très facilement, que je parle le même vocabulaire qu'eux, je vais pas utiliser des termes trop pompeux, etc. Et aujourd'hui, on est capable de faire gagner de l'argent au client sans pour autant lui faire sortir un centime. C'est ouf, ça.
C'est ça le truc, c'est que c'est des vases communicants. C'est du vase communicant. Tu peux aller faire de l'économie avec l'économie, penser à son avenir. Tu te sers de cette économie pour. Je te donne un exemple. J'ai des clients qui ont versé 60 000 € l'année dernière sur un PER. Ouais. D'accord. Okay. À l'époque, on avait une loi qui permettait, enfin à l'époque, il y a quelques mois, il y avait une loi qui permettait de verser sur le PER des enfants. D'accord. On se servait du plafond des enfants. C'est donc de l'argent qui ira aux enfants, c'est de l'argent entre guillemets qui est donné. Les portes de sortie, c'est par exemple l'achat de la résidence principale. C'est des gens qui sont aisés, donc ils ont 3 enfants, il y avait un plafond à 16 300, ils ont mis 16 300 à chaque enfant. Ça a permis, ces 16 300 avec un TMI à 30%, 30% des 16 300 x 3, bim, ils vont les récupérer en août-septembre de cette année 2024. Donc là, quelque part, c'était de l'argent qui avait déjà été... Ça a été fait en décembre. Donc c'est de l'argent qui avait déjà été dépensé sur l'année. Le prélèvement à la source avait fait son job, qui fait que, si tu veux, c'est pas de l'argent que les clients ont sorti, c'est de l'argent qui avait déjà été sorti. Et donc, entre août et septembre de cette année, il y a 30% de tout ce qu'ils ont versé, parce qu'ils en ont versé aussi pour eux, 30% de 65 000 qui leur tombent comme ça au mois d'août. Donc là, Christelle, elle revient... Et elle dit, voilà, là, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, bim, on réinvestit sur un support qui leur permette de... Ou alors, on réinvestit, pourquoi pas, de nouveau sur un PER. Gagnant-gagnant, du coup. Que ça. Et tu montes, en fait, les marches comme ça, quoi. Ça a dû te faire un truc de fou quand t'as découvert tout ça. Non ? J'adore. Je t'ai dit, c'est trop bien. C'est trop bien. Je me suis rendu compte que dans ma tête, ça faisait des étincelles. En fait, ça fait des étincelles parce que tu comprends... Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est de la logique. C'est logique. Ouais. Tu sais que si tes clients font rien, ils vont se faire bouffer. Ouais. Et qu'en fait, je dirais pas que c'est du facile parce qu'il y a quand même beaucoup de compétences derrière. Mais en fait, comme tu as dit, vu que c'est logique et que tu l'expliques à ton client, c'est très facile en fait de les optimiser. C'est ça. Et dès qu'il y a le lien de confiance qui est fait, eux, ils ont compris qu'en fait, tu vas leur faire gagner de l'argent. Ou du moins déjà en économiser une bonne partie en les sécurisant. Tout à fait. Parce que tu prends aussi le cas d'assurantiel où l'idée c'est que s'il y a un pépin, si monsieur va pas, il a 2 millions de patrimoine, il y a du crédit. S'il est en invalidité, qui paye le crédit du coup. C'est ça. Comment on le fait, si il est malade, s'il y a un accident, autre. Ouais. Donc c'est vrai qu'on prend en compte tout ça. Et en fait, ça permet aux gens d'être complètement sereins, d'être focus dans leur vie et d'accomplir leur projet. C'est ça. C'est très très complet. C'est très complet, c'est très très vaste. Et puis comme je disais, à chaque fois que je rentre chez un client, il y aura toujours une faille. Il y aura toujours quelque chose qui n'aura pas été fait. Le client parfait, le client où il a tout fait. Le client parfait, il est chez Optimi, j'imagine. Tu sais quoi, nous-mêmes, on l'a même pas fait pour nous. Donc, c'est l'histoire du cordonnier. Ouais. J'ai encore 2-3 assurances à reprendre pour moi. C'est un truc, parce que du coup, tu penses d'abord à tes clients. C'est l'éternel problème. Ça, on me l'a déjà assez dit. On est tous comme ça, de toute façon. Ouais. Donc, non, c'est une bonne chose. De toute façon, quoi qu'il en soit, ceux qui se sentent concernés par les situations que tu as pu citer, qui payent beaucoup d'impôts, qui ont du patrimoine immobilier, qui n'en ont pas et qui ont envie de le construire, c'est juste effectivement, il faut le construire d'une certaine façon. Parce que c'est ça qui est marrant, c'est qu'au final, on touche tout le monde. Parce qu'avec ces 4 étapes de je constitue mon patrimoine, on va toucher des gens qui n'en ont pas et qui vont le développer, enfin qui cherchent à commencer à mettre déjà 10, 15, 20 euros sur quelque chose, sur un compte bancaire et savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ceux qui vont le développer, avec toutes des méthodes de développement, les bons produits qu'on peut avoir sur du fonds structuré ou autre, de l'immobilier, ceux qui vont venir le sécuriser pour une potentielle transmission et ceux qui vont le transmettre. Donc quand tu as ces 4 étapes, finalement, tu peux toucher autant les jeunes dynamiques qui rentrent dans la vie active que le cadre quarantenaire avec ses enfants qui est pilier de son foyer, que le futur retraité, que le senior. Quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est ouf. Ouais. Donc si vous vous sentez concerné, vous n'hésitez pas, vous pouvez contacter Christelle. On te met ton Instagram et ton LinkedIn en description. Voilà. Et puis ceux qui ont un peu le même parcours que Christelle et qui se disent tiens, elle a fait de l'immobilier, elle a fait du tennis, elle a fait du sport, qui sentent 2-3 liens, si ça vous intéresse aussi de la contacter, de parler avec elle, parce que là aujourd'hui tu t'éclates dans ce que tu fais. C'est génial. Voilà. Ouais. T'es épanoui. Ouais. T'as vraiment trouvé le. J'adore. Et puis on a une équipe de dingues. On est tous des dingues. Mais on est des dingues, mais je vais me mettre dedans, j'aime pas bien, mais je pense qu'on est bon dans ce qu'on fait, quoi. Mais bien sûr, donc voilà, bon, allez, je vais me mettre dedans, mais complètement. Ouais. On est bon dans ce qu'on fait parce que le modèle veut ça, parce que les personnes qui composent le modèle veulent ça aussi.
Donc si vous voulez nous rejoindre, bah pareil, ils peuvent s'appeler aussi. Et mais complètement. Non, mais moi, effectivement, je pense qu'on a plusieurs vies déjà. Ouais. T'en as eu plusieurs en plus. J'en ai eu plusieurs. Oui, voilà. Le monde du tennis m'a rempli à un moment donné. Ouais. Maintenant, il fallait que je me prouve aussi autre chose. Et c'est vrai que mon immobilier a fait que derrière, j'ai commencé à mettre un pied là-dedans au niveau pro. Et puis ça c'était encore pas suffisant, il fallait que ça soit plus complet. Parce et que c'est vrai forcément des questions dans l'IMO à titre perso, et t'as trouvé des réponses à titre pro là-dedans, et du coup t'as appris plein de choses en plus. Ouais, mais la gestion de patte est vraiment super intéressante au sens où ça complète ce que je faisais déjà et ça m'a donné des réponses et des solutions peut-être même pour moi-même sur comment encore optimiser, comment faire mieux, pourquoi ne pas avoir fait tout ça pour rien, que ça parte aux impôts ou que ça parte en transmission, mais pas de façon comme je le voudrais. Donc non, il y a plein de choses à faire. Et puis on est bien entouré. On a des avocats avec nous. On bosse avec des notaires. Donc même si des fois il y a des questions un petit peu pointilleuses, parce qu'on sait pas tout. Hein, je pars pas du principe que j'ai la science infuse, loin de là. On est une petite trentaine en plus, donc tu peux aussi t'appuyer sur tes collègues pour gérer certains sujets où il a plus d'appétence sur de l'assurance emprunteur, l'autre plus sur des mutuelles. Donc tu peux toujours solliciter tes copains. Et pareil, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Tout le monde est... Ouais. Non, mais c'est top. Vraiment, on a une belle équipe et c'est... Ouais. Bah, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous envoyer un message. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est disponible. Et puis, on se retrouve peut-être pour un prochain épisode. Ouais, t'as envie ça de faire un deuxième ou pas? Ah, si tu veux. Je serais un peu moins stressée. Bon, allez, on vous fait des bises. À bientôt. Bonne journée.